Docteur Synapse. Le raisonnement clinique, qui est l'essence du médecin, en 5 étapes. À mon avis, cette vidéo est la plus importante de toutes. Restez bien concentrés. Le professionnel de la santé ne détient pas la vérité. Il ne fait que l'entrevoir. Je m'explique. L'allégorie de la caverne de Platon. Qu'est-ce que c'est? Très simple. D'abord, la maladie. Elle représente la vérité qu'on cherche à connaître, à diagnostiquer et à traiter. Malheureusement, on est incapable de la voir, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr à 100% du diagnostic. Car nous, êtres humains, sommes des esclaves, enchaînés à un mur, au fond d'une caverne. Mais derrière la vérité qu'est la maladie, se trouve un feu. Cette flamme représente l'anamnèse, l'examen physique et les tests que tu vas réaliser, qui te permettront d'entrevoir la maladie. La lumière de cette flamme va créer une ombre qui se projette au mur. Sache que dans ta pratique courante, tu seras toujours limité à cette première étape qu'est l'ignorance. On n'est jamais sûr à 100% du diagnostic. Dans le raisonnement clinique, l'étape la plus importante est d'énoncer là où les hypothèses diagnostiques. Comment faire? Le patient va te noyer d'informations, futiles et pertinentes. J'ai 80 ans, j'ai mal ici, je prends cette liste de médicaments, depuis le 7 du 7 2019 ça ne va plus, j'ai des allergies, 39 degrés Celsius. La première étape est de filtrer et d'assembler toutes ces données, en gardant à l'esprit l'épidémiologie, ainsi que les signes et symptômes de ton patient. En résumé, filtrer et assembler les données les plus pertinentes. Dans ta tête, deux processus vont se mettre en place. Un processus analytique, où tu vas un peu te casser la tête, et un processus non analytique, appelé aussi diagnostic flash. En tant qu'être humain, on est sujet à énormément de biais, c'est-à-dire d'erreurs. En prendre conscience est super important. Il en existe énormément, parmi eux, la surcharge de travail, un diagnostic posé par un autre médecin, le stéréotype chez les alcoolos et les toxicos, et ta technique d'entretien. Est-ce que tu retiens les infos clés ou tu t'embrouilles avec les infos inutiles? Garde toujours à l'esprit que chaque patient est une perle, il est unique. Après ces processus, tu vas générer des hypothèses diagnostiques, H1, H2, H3, H4. Face à beaucoup d'hypothèses diagnostiques, j'aime bien utiliser un principe philosophique qu'est le rasoir d'Occam. Occam était un philosophe assez simple. Il te dit qu'il est logique de privilégier l'hypothèse la plus simple. C'est le principe de simplicité ou de parcimonie. Lorsqu'un diagnostic simple colle avec la présentation clinique, il est inutile de chercher plus compliqué. Se pose ensuite la question, est-ce que tu vas réaliser ou pas un test? Ou est-ce que tu vas instaurer ou pas un traitement directement? Intuitivement ou avec des scores, on va réfléchir en termes de probabilité. De 0 à 100% d'avoir la maladie, qui n'est quasiment jamais le cas. Fixe ensuite ton seuil test. Si ton seuil test est augmenté, ton risque morbimortalité va être aussi augmenté. En restant toujours sur un seuil test qui est augmenté, vu que tu réalises moins d'examens, le coût et les effets indésirables des examens va être diminué. Fixe ton seuil de traitement. Plus celui-ci est diminué, plus tu vas instaurer un traitement rapidement. Vu que tu instaures un traitement rapidement, tu augmentes tes risques iatrogènes, c'est-à-dire les risques liés à ton traitement. D'un autre côté, ce qui est bien, c'est que tu gagnes du temps, diminuant ainsi le retard au traitement. Si tu es au milieu, c'est que tu es indécis. N'hésite pas à appeler de l'aide. La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. Confucius. Comme je t'ai dit, c'est une histoire de probabilité qui va se mettre en place de façon intuitive ou de façon plus précise avec des scores
ou des revues. Je te mets en lien quelques scores. Troisième étape, les tests. Tu dois bien connaître leur sensibilité et leur spécificité. La première question que tu dois te poser est quel test choisir? Cette étape est super importante. Si tu ne fais pas le bon choix, tu vas t'embrouiller dans tes hypothèses diagnostiques. Pour choisir, il faut que tu te dises, est-ce que je veux éliminer ou confirmer un diagnostic? Ok, pour éliminer un diagnostic, choisis un test très sensible avec une valeur prédictive négative élevée et peu de faux négatifs. Maintenant, pour confirmer un diagnostic, choisis un test très spécifique avec une valeur prédictive positive très élevée et peu de faux positifs. Pour éliminer un diagnostic, si ta probabilité pré-test était quasiment, on va dire, de 20%, ton test va permettre de diminuer la probabilité d'avoir la maladie. Ton curseur se déplace vers la gauche et tu diminues à une probabilité, on va dire, de 2%. Tu arrives ainsi au seuil d'abstention. Prenons un exemple concret. Pour les maladies thromboemboliques, comme la thrombose veineuse profonde, calculons le score de Wells. Si tu as un score entre 1 et 2, le risque d'avoir une thrombose veineuse profonde est de quasiment 17%. Dose les dédimères. S'ils sont négatifs, le risque résiduel qu'il ait une thrombose veineuse profonde est inférieur à 1%. Tu arrives ainsi au seuil d'abstention. Imagine cette fois-ci que tu avais une probabilité pré-test qui est de 60%. Après le test, ça passe à 95%. Ton curseur se déplace vers la droite. On arrive ainsi au seuil d'intervention. Et là, tu traites. Exemple, si tu as un patient de 60 ans qui vient avec une douleur thoracique qui irradie vers le bras gauche, avec un ECG pas très parlant, de façon intuitive, la probabilité qu'il ait un syndrome coronarien aigu est de quasiment, on va dire, de 60%. C'est une probabilité que tu juges qui n'est pas assez pour intervenir directement. Tu choisis un test spécifique, qui est les troponines, qui reviennent très élevés. Ton curseur se déplace vers la droite. Tu arrives au seuil d'intervention. Tu traites comme un syndrome coronarien aigu. En principe, si ton test est non concluant, il ne devrait pas modifier ta probabilité pré-test. Exemple, un patient jeune de 20 ans qui se présente avec une douleur thoracique. Il te dit qu'il y a une semaine, il a eu un rhume. Tu penses en premier à une péricardite avec une probabilité, on va dire, de 70%. Ça, c'est ta probabilité pré-test. Tu fais un ECG qui n'est pas très concluant, tu vois des sus-décalages, tu te dis est-ce que ça peut être un infarctus? En vérité, tu ne sais pas trop interpréter ton ECG, ton test est donc non concluant. Ta probabilité pré-test et post-test reste la même, de 70%. Cette notion est extrêmement importante, ça t'évitera de t'embrouiller. D'un autre côté, n'hésite pas à appeler de l'aide et pense également au diagnostic différentiel. 4. Là, il faut prendre une décision. Elle se base sur ta probabilité pré-test et ton test. Ceci permettra de prendre une décision. Soit tu vas t'abstenir, soit tu vas intervenir. Et en tout dernier, le suivi. Ton coup est réussi, ça c'est cool. Sinon c'est raté. Sache quand même qu'il y a de l'or dans l'erreur. Okam est un homme de 50 ans. Il se présente avec de la fièvre au retour du Congo il y a 2 jours. Il a de la diarrhée non sanglante, une perte de poids de 6 kg. Il a quand même pris une prophylaxie pour la malaria, à base de proguanine, nivaquine. Mais il te dit qu'il n'a pas pris un seul comprimé. Il a fait un frottis malaria là-bas au Congo il y a 10 jours qui était négatif. À l'examen physique, il est asthénique. Poumons, cœur et abdomen, tout à fait normal. Comme paramètres,
37,9 degrés Celsius, fréquence cardiaque 69 battements par minute, tension artérielle 110-90 et saturation en oxygène 97%. La toute première étape est que tu vas filtrer et assembler les données les plus pertinentes. Bon, 37,9, retour de pays tropical, il a de la diarrhée, un frottis négatif il y a 10 jours et il n'a pas pris un comprimé. Se met en place un processus analytique qui te dit probablement c'est une gastro-entérite. De notre côté, il y a un processus non analytique qui te dit malaria. Température plus retour de voyage tropical, c'est malaria jusqu'à preuve du contraire. Revenons sur les probabilités. Sache que la malaria est une maladie mortelle. Ton seuil de test va être très faible, c'est-à-dire que tu vas tester très rapidement des patients. Tes hypothèses diagnostiques sont énoncées, gastro-entérite et malaria. La deuxième étape, est-ce que tu vas faire un test? Ici, oui. Quel test vas-tu choisir? Tu vas choisir un test qui soit très sensible pour pouvoir exclure la maladie, à savoir la goutte épaisse. Tu fais en plus un test rapide. Ils sont tous les deux positifs. Tu fais en plus une copro. La quatrième étape est la prise de décision. Avec ta probabilité pré-test plus ton test, tu décides d'intervenir avec de la malarone et une fluoroquinolone. La dernière étape étant le suivi. Tu vois que le patient a bien répondu à ton traitement et qu'en plus, à la copro, tu as trouvé un Shigella. Bravo. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.